mine de Fa'aloun, conte suédois d'Hoffmann. Traduit par Émile de la Bédolière, par 3/5. Chaque jour, le brave père Sandalchio concevait plus d'affection pour le jeune homme, diligent et pieux, et lui répétait souvent que non seulement il avait trouvé en lui un bon travailleur, mais encore un fils chéri. L'inclination d'Ulla se manifestait aussi de plus en plus. Souvent, quand Élise allait à l'ouvrage, et qu'il y avait quelque danger, elle le priait, elle le conjurait, les larmes aux yeux, de se bien garder de toute imprudence. Et quand il revenait, elle sautait joyeusement à sa rencontre, et avait toujours de l'huile bien brassée et un bon plat tout prêt pour le restaurer. Le cœur d'Élise trembla de joie quand un jour père Sandalchio lui dit que, puisqu'il avait apporté une somme assez considérable, il parviendrait, avec le secours de son application et de ses économies, devenir propriétaire d'une belle ferse, et que certainement, alors, aucun propriétaire de mine ne lui refuserait la main de sa fille s'il la demandait. Il aurait voulu déclarer de suite qu'il idolâtrait Ulla, et qu'il avait placé tout l'espoir de sa vie dans sa possession. Mais une crainte invincible lui ferma la bouche. D'ailleurs, Ulla partageait-elle son amour? Il le pressentait parfois, mais il était encore en proie à une incertitude qui l'empêchait de s'expliquer. Il arriva un jour qu'Élise travaillait tout au fond du puits, enveloppée dans une fumée épaisse de soufre, de sorte que sa lampe ne répandait qu'un faible jour, et qu'il pouvait à peine distinguer les filons des roches. Tout à coup, il entendit frapper dans un puits encore inférieur, comme si quelqu'un y eût travaillé avec le marteau. Comme un tel travail n'était guère possible à cette profondeur, et qu'Élise savait que personne n'était descendu avant lui, parce que le maître mineur avait employé ses gens ailleurs, ses coups lui causèrent une certaine surprise. Il laissa reposer son marteau et écouta attentivement le son creux des coups, qui se rapprochaient toujours de plus en plus. Tout à coup, il aperçut à ses côtés une ombre noire. Au moment où un coup de vent écartait la vapeur du soufre, il reconnut le vieux mineur de Göteborg. « Bonne chance !» s'écria le vieillard. « Bonne chance, Élise Roubaum, ici-bas, au milieu des roches. Eh bien, comment trouves-tu ce genre de vie, mon camarade ?» Élise voulait lui demander de quelle manière singulière il était entré dans le puits. Mais le vieillard frappa de son marteau sur la pierre avec une telle force que les étincelles en jaillirent, et que l'écho en fut répercuté comme un éclat de tonnerre. « Voilà, c'est la trappe !» s'écria-t-il d'une voix formidable. « Mais toi, misérable coquin, tu n'y vois qu'un méchant trum qui ne vaut pas un brin de paille. Ici-bas, tu es une taupe aveugle dont le prince des métaux restera toujours l'ennemi. Et en haut, tu ne peux rien faire non plus. Hé, tu voudrais obtenir pour femme la fille de Père Sandalchio? Voilà pourquoi tu travailles ici sans l'ombre d'une pensée et sans amour pour ton métier. Prends garde, faux compagnon, que le roi des métaux que tu railles ne te saisisse et ne te renverse de façon à te briser les membres en 1000 morceaux. Jamais Ulla ne sera ta femme, je te le dis. » Ces paroles enflammèrent la colère d'Élise. « Que fais-tu ici ?» cria-t-il, « dans le puits de mon maître Père Sandalchio, où je travaille de toutes mes forces, et ainsi que mon état le demande. Va-t'en par où tu es venu, ou bien nous verrons qui de nous deux brisera le premier le crâne de l'autre. » En disant ces mots, Élise se plaça d'un air menaçant devant le vieillard, et leva en l'air le marteau avec lequel il avait travaillé. Le vieillard partit d'un éclat de rire moqueur, et Élise le vit avec effroi sautiller comme un écureuil sur les marches de l'escalier, et disparaître entre les pierres. Élise se sentit paralysé de tous ses membres. Incapable de se remettre à la besogne, il remonta. Le vieux maître mineur s'écria en le voyant. « Au nom du Christ, que t'est-il arrivé, Élise? Tu es pâle et défait comme la mort. N'est-ce pas? La vapeur du soufre, à laquelle tu n'es pas encore habitué, est la cause de ton malaise. Bois, mon enfant, cela te fera du bien. » Élise but un bon coup d'eau-de-vie dans la bouteille que le maître mineur lui présenta, et, fortifié par cette libation, raconta tout ce qui lui était arrivé dans la mine, et comment il avait fait la connaissance du mystérieux mineur. Le maître mineur l'écouta tranquillement, et secoua la tête d'un air pensif. « Élise Roubaum, dit-il, c'est le vieux Thorburn que tu as rencontré,
Et je vois bien maintenant que ce qu'on raconte de lui est plus qu'une tradition sans fondement. Il y a plus de 100 ans, il vivait ici à Falun, un mineur, nommé Thorburn. Il doit avoir été l'un des premiers qui firent fleurir le travail des mines à Falun. Et de 100 ans, l'exploitation rapportait beaucoup plus que de nos jours. Personne ne s'y entendait aussi bien que Thorburn, qui, profondément versé dans les sciences, présidait à l'exploitation de toutes les mines de Falun. Comme s'il eût été doué d'un pouvoir surnaturel, les mines les plus riches se découvraient à lui. Ajoutez à cela que c'était un homme sombre, toujours absorbé dans ses pensées, n'ayant ni femme ni enfant, et, pour ainsi dire, sans feu et sans lieu, il vivait dans les usines de Falun, sans jamais remonter à la lumière du jour, et fouillait sans cesse dans les noires cavernes. Voilà pourquoi l'on se dit bientôt à l'oreille qu'il avait fait un pacte avec la puissance mystérieuse qui règne dans le fond de la terre, et y prépare des métaux. Thorburn prédisait continuellement qu'il arriverait des malheurs si les mineurs ne se sentaient poussés au travail par un véritable amour pour les pierres et les beaux métaux. Sans prendre garde à ses exhortations, par avidité et désir de lucre, on élargissait toujours les puits. Enfin, le jour de la Saint-Jean 1678, arriva le terrible éboulement qui produisit notre énorme bure, et en même temps dévasta tellement toutes nos constructions que maints puits ne purent être rétablis qu'à force de peine et de travail. L'on entendit, et l'on ne vit plus Thorburn, et il parut certain qu'il avait été tué par l'éboulement. Bientôt après, le travail alla de mieux en mieux, et les travailleurs prétendaient avoir vu le vieux Thorburn, qui leur donnait toutes sortes de bons conseils et leur montrait les plus riches veines. D'autres jeunes gens vinrent ici, comme toi, prétendant qu'un vieux mineur les avait exhortés à se faire mineurs, et les avait envoyés à Falun. Ceci arriva toujours quand on manquait d'ouvriers. Il était donc probable que le vieux Thorburn avait encore de la sollicitude pour le travail des mines. Si maintenant tu as réellement conversé avec le vieux Thorburn et qu'il t'ait parlé d'un excellent trap, il est sûr que nous y trouverons une riche mine de fer que nous chercherons demain. Quand Ellis Rubaune, agité de différentes pensées, rentra dans la maison de Pearson Dalshew, Ulla ne vint pas amicalement à sa rencontre comme à l'ordinaire. Le regard baissé et, comme Ellis crut s'en apercevoir, les yeux rouges de pleurs, Ulla était assise près d'un jeune homme qui tenait sa main dans la sienne et s'efforçait de lui dire des choses aimables auxquelles Ulla ne faisait guère attention. Pearson Dalshew entraîna dans une autre chambre Ellis, qui, saisie d'un sombre pressentiment, regardait le couple d'un œil fixe. « Maintenant, Ellis, lui dit-il, tu seras bientôt à même de me prouver ta fidélité et ton amour. Car, si jusqu'à présent je t'ai traité comme mon enfant, tu vas l'être aujourd'hui tout à fait. Le monsieur que tu vois chez moi est le riche négociant Erik Lawson de Göteborg. Sur sa demande, je lui donne ma fille en mariage. Il ira avec elle à Göteborg, et alors tu resteras seul avec moi pour être mon unique soutien dans ma vieillesse. Eh bien, Ellis, tu ne dis rien? Tu pâlis? J'espère que ma résolution ne te déplaît pas, et que tu ne veux pas me quitter ainsi dans un moment où ma fille m'abandonne. Mais je m'entends nommer. Monsieur Olofsson m'appelle. Il faut que j'aille auprès de lui. » À ces mots, Pearson rentra dans la première pièce. Ellis sentait sa poitrine déchirée par 1000 poignards brûlants. Il n'avait ni parole ni larmes. Dans un désespoir affreux, il sortit en courant de la maison et ne s'arrêta que devant la grande bure. Si ces crevasses offraient pendant le jour un aspect terrible, la nuit, à une heure où la lune n'éclairait encore que faiblement, on eût cru qu'un nombre immense de monstres vomis par l'enfer se vautraient et se roulaient sur le sol fumant, regardaient au-dessus d'eux avec des yeux flamboyants et étendaient leurs griffes gigantesques pour torturer la pauvre race humaine. « Thorburn, Thorburn !» s'écria Ellis d'une voix terrible qui réveilla les échos dans le précipice. « Thorburn, me voici. Tu avais raison. J'étais un misérable en cédant à un vain espoir sur la surface de la terre. C'est ici-bas que se trouve mon trésor, ma vie, mon tout. Thorburn, descends avec moi. Montre-moi les trappes les plus riches, que j'y travaille, que j'y fouille, que j'y creuse, et ne revois jamais la lumière du jour. Thorburn, Thorburn, descends avec moi. » Ellis battit le briquet, alluma son flambeau, et descendit dans le puits où il avait été la veille sans que cette fois le vieillard lui apparût.
Mais quelle fut son émotion quand, dans le plus profond de la mine, il aperçut clairement et distinctement le trap, de manière à pouvoir en reconnaître les couches superposées. Il affermit son regard et se dirigea vers la gangue. Une lumière éblouissante parut éclairer tout le puits, dont les murs devinrent transparents comme le plus beau cristal. Le rêve fatal qu'avait fait Ellis à Gootabor se représenta à son esprit. Ses yeux se plongeaient dans des plaines délicieuses, couvertes de plantes et de beaux arbres de métal, auxquels, comme autant de fruits et de fleurs, pendaient des pierres qui jetaient des flammes. Il vit les vierges, il vit la noble figure de la puissante reine. Elle le saisit, l'attira vers elle, le pressa sur son sein. Un rayon brillant perça sa poitrine, et il perdit connaissance, n'éprouvant d'autre sensation que celle d'être bercé par les vagues d'un brouillard bleuâtre, transparent et radieux. « Ellis Roubaum, Ellis Roubaum !» s'écria d'en haut une voix forte, et le reflet de torche illumina le puits. Persen Daljou lui-même était là. Il descendit avec le maître mineur pour chercher le jeune homme qu'on avait vu courir comme un fou à la bure. Il le trouvait raide et sans mouvement, la figure collée contre les roches glacées. « Qu'est-ce » s'écria Pearson. « Que fais-tu ici la nuit, jeune homme imprudent? Rassemble tes forces et monte avec nous. Qui sait si tu n'apprendras pas de bonnes nouvelles là-haut ?» Ellis, gardant un morne silence, suivit Persen Daljou, qui ne se lassait pas de lui faire des reproches de s'être ainsi exposé. Le jour se levait quand ils entrèrent dans la maison. Ulla poussa un cri, se jeta au cou d'Ellis, lui prodigua les noms les plus tendres. Mais Persen Daljou dit au jeune mineur: « Insensé que je suis, n'aurais-je pas dû savoir depuis longtemps que tu aimais Ulla, et que tu ne travaillais peut-être avec tant de zèle que pour l'amour d'elle? Ne devais-je pas m'apercevoir également qu'Ulla t'aimait de toute son âme? Pouvais-je souhaiter un meilleur gendre qu'un pieux mineur, instruit et appliqué, enfin tel que toi, Ellis Roubaum? Mais ce qui me fâchait, ce qui m'irritait, c'était votre silence. » « Mais savions-nous bien, dit Ulla en interrompant son père, que nous nous aimions à ce point? » Qu'il en soit ce qu'il voudra, continua Pearson. Bref, j'étais colère de voir qu'Ellis ne me parlait pas ouvertement et franchement de son amour. Et comme je désirais mettre ses sentiments à l'épreuve, j'ai imaginé hier, avec M. Erik Olafsen, une fable qui t'a presque donné la mort, fou que tu es. M. Erik Olafsen est marié depuis longtemps, et c'est à toi, mon brave Ellis, que je donne ma fille en mariage. Car, je le répète, je ne crois pas possible de me souhaiter un meilleur gendre. Les larmes d'Ellis coulèrent en abondance, larmes de délice et de plaisir. Tout le bonheur qu'offre la vie était si vivement descendu sur lui. Il croyait presque encore être le jouet de l'illusion d'un doux rêve. Abonne-toi, like, partage, commente,